Bonjour, bonjour à tous. Comment a été votre week-end? Très agréable, j'imagine, de mon côté, très bien. Et c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle semaine, une très belle semaine d'ailleurs. C'est ce que je nous souhaite à tous et à chacun, en espérant que vous avez pris le bol d'énergie nécessaire au cours de ce week-end. Nous allons nous lancer dans la nouvelle semaine avec beaucoup d'optimisme et surtout dans la positivité. Ce sujet du jour est un sujet assez pertinent. J'espère que cela va vous accrocher. Nous parlerons des infrastructures publiques et numériques. Qu'est-ce que c'est d'abord? Pour ceux-là qui ne savent pas, on en parlera tout à l'heure et vous saurez ce que c'est. Mais pour l'heure, laissez-moi vous installer confortablement comme les rois et les reines que vous êtes. Kofi Wison à l'instant pour vous accueillir dans la balade matinale. Et comme je le disais, c'est un plaisir d'être en votre compagnie. Je suis Juanita Blavoutri. Avec moi sur ce plateau de la balade matinale, Hélène Martello. Bonjour à Hélène. Bonjour Juanita. Comment ça va? Ça va. Le week-end du 8 mars, comment ça a été? Bon, ça va. Juste un peu stressant. Comment ça? En tant que journaliste. Ah oui, vu sous ce temps, j'imagine un peu. Voilà. J'imagine que ça n'a pas été facile, les reportages par-ci, par-là. Hein. Oui, mais je me suis focalisée beaucoup plus sur un dossier que j'avais à publier. C'est fait. D'accord. De mon côté également, ça a été, j'étais aussi dans le moule, on va dire, hein, de cette célébration du 8 mars. Nous demandons plein de droits, mais est-ce que nous y travaillons nous-mêmes à les avoir, ces droits-là? C'est la question qu'il faut se poser. Beaucoup souhaitent avoir tous les droits, mais ne se donnent aucune opportunité pour les avoir. C'est vrai. C'est vrai. On crie sur tous les toits qu'on a droit, alors que nos devoirs, ça reste à... Voilà. Parfois même, on nous offre nos droits comme ça, mais on ne sait pas comment en profiter en fait, et on se met toujours derrière, comme quoi ce sont aux hommes de nous dire quoi faire. Je pense que le travail à faire maintenant se situe au niveau plus des femmes. Hein. C'est à nous d'oser prendre le pouvoir et de nous dire oui, on est capable de faire mieux même que les hommes qui sont au devant de la scène actuellement. C'est tout ce qu'il y a à dire. Voilà. On a beaucoup à faire. On a beaucoup à faire. Alors, les femmes, levez-vous, réclamez vos droits, mais battez-vous pour ces droits-là. C'est le plus important. Et nous allons commencer la balade matinale avec un bon petit déjeuner. Ce matin, je vous propose de faire une glace au café à la maison. Voilà, une glace au café pour les amoureux de café ou encore pour ceux-là qui aiment le chocolat. Vous remplacez juste le café par du chocolat. La recette que tout le monde vous demandera après si vous essayez pour vos invités. Alors, nous allons utiliser une demi-tasse d'expresso ou de café instantané déjà dissous. Une boîte de lait concentré, 7 grammes de gélatine, 5 cuillères à soupe d'eau chaude, 500 millilitres de crème froide, du chocolat fondant. Ce sera la touche finale parfaite pour votre glace au café fait à la maison. Pour la préparation, hydratez la gélatine dans un petit récipient, mélangez la gélatine avec de l'eau chaude et bien remuez jusqu'à dissolution complète, à moins que vous ayez une autre méthode pour dissoudre votre gélatine. Vous laissez reposer quelques instants et vous préparez la base dans un grand bol. Mélangez le lait concentré. Vous mélangez le lait concentré avec le café dissous jusqu'à obtenir un mélange homogène. Vous fouettez la crème. Si vous avez un fouetteur électronique, vous l'utilisez. Vous battez donc la crème froide jusqu'à obtenir une consistance épaisse. Ensuite, vous ajoutez la gélatine qui avait déjà refroidi. Vous laissez donc le mélange avec du café et du lait concentré bien remué. Vous remuez ça constamment pour vous assurer d'une bonne intégration. Ensuite, vous mélangez la préparation et vous ajoutez la crème fouettée petit à petit en effectuant des mouvements de pliage pour conserver une belle texture de la chose. C'est-à-dire, vous n'allez pas dans tous les sens. Vous voyez un peu. Donc, ensuite, vous versez le mélange dans un grand bol, dans un moule, si vous voulez, et vous le mettez au réfrigérateur. Non, au congélateur, s'il vous plaît, pas au réfrigérateur. Pendant au moins
4 heures jusqu'à ce que la glace soit bien ferme. Et ensuite, vous décorez avec du chocolat ou encore des grains de chocolat, c'est vous qui voyez. Une fois la glace prête, faites fondre le chocolat et versez quelques gouttes là-dessus. Ça donne une touche vraiment croquante et délicieuse. Moi, j'ai essayé, j'ai adoré. Les enfants ont adoré aussi. Je vous conseille d'essayer aussi à la maison et ils vont certainement apprécier, les enfants. Voilà pour ma tasse de ce jour, bien servie pour vous. On va faire une pause, elle est très très courte et nous revenons pour cette émission. Attaquez la journée avec un cocktail explosif. Astuces beauté, découverte, humour, débat, danse, conseils, c'est chaque lundi, mercredi et vendredi à 8h GMT dans la balade matinale sur Radio Jenna. La balade matinale, c'est votre billet pour un décollage parfait de la journée et c'est sur le www.radio.jenna.tg. Chroniques, astuces, actualités, débats, buzz pour vous arracher de la tiédeur de votre couette. Les matins sur Radio Jenna, la balade matinale vous offre une bonne dose d'adrénaline et d'émotion. Balade matinale, permettez-vous une petite bouchée d'ondes positive. De retour sur le plateau de la balade matinale, je suis avec Hélène Martello. Nous attendons un autre invité, un autre confrère qui va se joindre à nous dans quelques instants. Comme annoncé en début de cette émission, nous allons parler d'infrastructures numériques indispensables aujourd'hui au bon fonctionnement d'une société, puisque nous sommes à l'ère du numérique. Dit comme ça, vous allez vous dire, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle invente encore ce matin? Mais non, c'est pas une invention. Mais les infrastructures publiques numériques aujourd'hui sont comme, je vais dire, comment est-ce que nous allons payer l'impôt ou encore comment est-ce que nous avons besoin forcément d'avoir du crédit dans notre téléphone pour appeler ou encore d'avoir, je sais pas moi, tous ces événements numériques dont nous avons besoin aujourd'hui pour pouvoir avancer. Bref, ces infrastructures sont définies comme des systèmes numériques partagés, sécurisés et interopérables qui peuvent soutenir la fourniture et l'accès inclusif aux services numériques et privés. Aujourd'hui, les services administratifs au Togo sont en train d'être numérisés, tendent tous vers la numérisation. Pourquoi? Quels sont les biens fondés de cette numérisation? On va en parler donc ce matin. Hélène, tu as touché un peu à la chose, faisant partie donc des boursiers qui ont travaillé sur les infrastructures publiques numériques. Quel bien fondé pourrais-tu nous citer aujourd'hui de ces infrastructures quand on n'a pas forcément besoin de se rendre sur un lieu pour faire ses papiers, pour avoir accès à certains documents administratifs? Quel bien fondé cela apporte à la population togolaise? Je pense que les infrastructures, ça vient beaucoup plus à notre avantage. D'accord. Voilà. Et quand on parle des services administratifs aujourd'hui, tu n'as forcément pas besoin de te déplacer, aller faire la queue. Et déjà, on n'a pas le temps, on n'a pas l'énergie pour se bousculer et tout ça. Tu es chez toi à la maison, tu as une bonne connexion, tu peux déjà lancer ce que tu veux. Et dans les heures à venir, on te livre. Je pense que c'est une très bonne chose. Et tout le monde doit lentement s'y habituer pour pouvoir faire face au monde numérique qui nous accueille aujourd'hui. Se mettre au goût du jour. Si nous prenons le service des passeports aujourd'hui, même si vous n'êtes pas au Togo, même si vous n'êtes plus résident togolais, vous pouvez lancer la demande de passeport et être rapidement satisfait en ligne. Exactement. C'est ce qui se fait.
que passeport même c'est grand. Aujourd'hui, on a besoin des casiers judiciaires. Voilà. N'importe où. Que tu sois né à Lomé, à Djarapanga, ou à n'importe où tu es à Lomé, ou bien n'importe où si tu te situes sur cette terre, tu veux des casiers judiciaires, il suffit seulement d'aller sur le igouv.tg pour pouvoir renseigner les données et on te livre n'importe où tu es. Tu as ton casier judiciaire sans se déplacer, mais tu paies un peu plus, c'est tout. Voilà, là, c'est à ça que nous devons en venir. Alors, toi particulièrement, tu as essayé le service de demande de casier judiciaire, c'est ça, Hélène? Oui, c'était juste par curiosité. Je voulais voir si réellement ce qu'on nous dit est vrai. Et j'ai tenté pour le casier judiciaire. Oui. Et le service a été quand même rapide. Tu as des réponses à chaque... C'est-à-dire que c'est prompt, c'est dans un délai trop proche. Oui. Et on m'a dit, tel jour, je l'aurai, je le veux où? On m'a même demandé. Donc, j'ai dit que je veux l'avoir au poste, comme je suis au niveau de zone portuaire. Oui. J'ai dit que je voulais l'avoir là. Et bon, la poste m'a envoyé un message. Il m'a dit, vous avez votre casier judiciaire chez nous. Et le lendemain, je ne suis pas allée. Le 3e jour, ils m'ont même appelé pour me dire, madame, votre casier judiciaire est encore chez nous, passez récupérer. J'ai dit, ok. Donc, je suis allée. Entre-temps, quand j'avais renseigné, j'ai payé ce que j'ai à payer. Mais arrivé au niveau de la poste, on me dit encore de payer. Bon, j'ai trouvé ça un peu chose, mais c'est pas grave. Ça m'a quand même donné l'opportunité d'expérimenter ce que c'est. Et en même temps, d'avoir mon casier judiciaire sans trop se déplacer, aller faire la queue à la justice et autres là. Donc, je pense que c'est une très bonne chose pour nous. D'accord. Pour ceux-là qui ne le savent pas forcément, vous avez besoin de casier judiciaire aujourd'hui. La procédure, elle est simple, où que vous soyez. Il vous suffit simplement de vous rendre sur eGov. Au-delà de cette procédure de casier judiciaire, il y a bien d'autres services aujourd'hui dans l'administration qui nous permettent, sans forcément nous déplacer, d'avoir ce dont nous avons besoin, n'est-ce pas, Hélène? Bien sûr, j'ai noté quelques-uns ici. Il y a le IP Togo, un système qui facilite le paiement des impôts et taxes en ligne. Oui. Pour nos Ça, c'est au niveau de l'Office togolais des recettes. Voilà. Et je pense que quand on est entreprise, d'ailleurs, on a beaucoup à faire. Oui. Se déplacer, aller faire la queue pour payer les taxes et les impôts. Déjà, tu le fais, tu n'auras pas les agents de OTR à ta porte pour mettre des affiches fermées pour non-paiement d'impôts. Oui. Donc, je pense que c'est pour faciliter la vie à ceux qui ont des entreprises. Et autre que ça, il y a le Togo Digital Academy qui a également été créé pour former les fonctionnaires à l'utilisation des outils numériques et l'amélioration des performances des services publics. Exactement. Et on a aussi Condic Balai, qui est un carnet de santé numérique. Ma propre Condic Balai, ça veut dire, Condic Balai veut dire carnet de santé. Carnet de santé, voilà. C'est juste en EV qu'on l'a traduit, oui. Et c'est un start-up togolais qui l'a conçu pour nous. Et quand tu l'as, c'est ton application. Où que tu sois sur le territoire togolais, tu vas à l'hôpital, on n'a pas besoin de te demander où sont tes bilans, des analyses. Une fois que tu fais des analyses, ça se mentionne. Tout est répertorié. Voilà. Et n'importe quel médecin qui t'a eu reçu une fois ou pas, il prend ton Condic Balai, il a toutes les informations te concernant. Il a toutes ces informations-là et je pense que c'est une très bonne chose pour nous, pour nos mamans surtout, qui ne savent pas forcément où elles ont déposé leur carnet. Et entre-temps, la pluie, l'eau et tout ça là. Et je pense que c'est une très bonne chose. Et il y a aussi l'application GoZem, je crois. Ah oui, l'application qui permet rapidement, où que vous soyez, de vous déplacer sans même avoir des soucis. Voilà, aujourd'hui même, tu es à la maison, tu as besoin de faire des courses, il suffit juste d'aller sur l'application GoZem et tu renseignes ce que tu veux. Et la personne part au marché, aller te faire des courses et vient te livrer à la maison. Je pense qu'on a plus de facilité aujourd'hui avec ces infrastructures-là. Et
on ne peut que dire merci, mais n'oublie pas qu'il y a ces défis aussi. Ah oui, les défis restent quand même énormes parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas la connexion Internet, vous ne pouvez pas profiter pleinement de ces infrastructures publiques numériques dont nous venons de parler, n'est-ce pas? Bien sûr, et n'oublions pas que le dernier enquête de satisfaction de l'ARCEP a mentionné que dans les zones rurales du Togo, il n'y a pas la connexion. Il n'y a pas du tout la connexion. Mais même vous parlez de zones rurales. Moi, j'habite à Ségbé et je me rappelle quand je suis arrivée à Ségbé dans les années 2019, pour avoir la connexion Internet, rien que pour envoyer un message, il fallait sortir de sa chambre, faire, je ne sais pas, 1000 détours dans la maison avant de trouver la connexion Internet. Tu vois ça? Oui. Tu vois ça. Et même quand on est en ville, le coût de la connexion aussi, ça reste à voir. C'est vraiment très, très compliqué parce que la digitalisation que nous souhaitons n'est pas possible si on n'a pas suffisamment de connexion Internet. Oui, n'a pas quand on n'a pas la connexion Internet qu'il nous faut, c'est compliqué de pouvoir profiter de ces services dont nous parlons, n'est-ce pas? Bien sûr. Il y a aussi l'indisponibilité de la connexion et aussi les gens qui ne sont pas formés, les citoyens qui ne sont pas outillés sur l'utilisation de ces infrastructures, de ces plateformes-là qui posent problème. Ça, c'est un autre défi. Est-ce qu'il ne faudra pas faire une sorte de sensibilisation ou encore une sorte d'éducation à la population pour qu'ils comprennent le bien fondé de l'utilisation de ces différentes plateformes numériques? Bien sûr, ça vaut vraiment la peine parce que l'autre fois, j'étais chez un assistant, il y a un jeune qui a cogné, il veut faire son casier judiciaire, qui vient demander les renseignements et il a demandé à savoir si ils le font. Le jeune l'a dit oui. Mais c'est pas ce qu'ils font, hein, mais il a dit oui parce que je sais que c'est un processus que tout le monde peut faire. Il a dit oui et la somme qu'il a donnée aux jeunes, j'ai souri un peu, j'ai dit ok d'accord, là c'est quelque chose qui pose problème. Il faut que la jeunesse, toute la population soit outillée sur ces infrastructures-là, sur ces plateformes pour pouvoir mieux l'exploiter et pour que tout le monde soit à l'aise dans cette nouvelle aventure, mouvements. Quoi. Voilà, justement, parlons de fracture numérique. Je me suis adressée à Sam Adam Bounou, qui est CEO du groupe Digital Africa Service, qui s'y connaît un tout petit peu dans le domaine de, quand on parle de la digitalisation des services numériques. Alors, il nous donne quand même son avis sur la chose. On va l'écouter. L'éclosion des infrastructures numériques essaie de permettre de réduire la fracture numérique puisque cette fracture numérique suppose quand même une différence d'adaptation des services numériques entre certaines couches de la population, notamment les personnes âgées, les femmes et autres. Donc, plus que les services publics sont vulgarisés, donc cet écart réduit et qu'aujourd'hui, on peut voir que même les bandes, tout le monde est capable d'utiliser WhatsApp aujourd'hui, tout le monde est capable de se connecter sur Internet pour avoir un certain nombre d'informations. Et donc, la fracture numérique, c'est un challenge, mais plus les services sont démocratisés, plus certaines couches défavorisées sont amenées aussi de plus en plus à s'intéresser à la chose et donc ça devient quand même une culture de façon générale, ça rentre dans les habitudes de la population et ça devient un peu, ça fait partie de leur vécu, de leur vécu quotidien. Donc l'éclosion des infrastructures numériques en réalité apporte plus de solutions pour réduire cette fracture numérique avec une adoption massive de la population, même dans les lieux les plus reculés, dans les villages. Et donc, en tout cas, c'est une marche et qui avance, qui a commencé. Et donc, de plus en plus, les personnes âgées, les femmes et ceux qui sont dans les milieux ruraux puissent aussi s'approprier ces outils pour que, que les bienfaits du numérique puissent être partagés par l'ensemble de la population.
Que les bienfaits du numérique puissent profiter à l'ensemble de la population, comme l'a dit tantôt Monsieur Sam Adam Bono, qui est CEO du groupe Digital Africa Service Expert en numérique. Aujourd'hui, nos grands-mamans, même au village, arrivent quand même à recevoir de l'argent de leurs enfants qui sont en ville. Je crois que le pas est un peu géant, on va dire, en termes de numérisation. Oui, c'est vrai, sauf que la connexion, on n'a pas besoin de la connexion pour avoir forcément de l'argent. Voilà, mais c'est aussi un pas, parce que avant, pour que la grand-mère reçoive son argent, tu as parlé de quelle ville? Djarkonga. Mais il fallait forcément qu'un bus quitte Lomé pour Djarkonga, pour qu'elle puisse... Non, pas Djarkonga même. Le bus doit s'arrêter quelque part pour que la maman quitte tôt le matin pour aller croiser ce bus-là et retirer de l'argent. Beaucoup de complications. Mais aujourd'hui, avec nos 4 SIM, c'est très facile. Et les points de Flouze et... Simon, Mix Bias. C'est qu'on la sort un peu de plus en plus et partout où on est. Et je pense que c'est une avancée très louable. Très louable. Une avancée très louable que nous devons quand même applaudir. Et aujourd'hui, l'administration, dans son entièreté au Togo, tend vers la digitalisation. Moi, j'ai un peu peur pour la population analphabète, cette population qui n'a pas eu accès quand même à la scolarisation. Comment est-ce qu'elle va se débrouiller si tous les services administratifs se digitalisent et qu'ils ont quand même besoin aussi de ces services-là? Comment est-ce qu'ils vont s'en sortir? Ils vont très bien s'en sortir. La preuve, autant de novices. Autant de novices, il suffit juste de voir un jeune à côté, ton enfant est là, tu lui dis, viens, j'ai besoin de ceci. D'accord. Le problème, c'est que on doit accepter qu'on ne connaît pas pour qu'on nous mène à mieux comprendre ce qu'il faut. Si tu fais genre, je connais, tu vas rester là et tu ne pourras rien faire. C'est pas faux. En matière de digitalisation, même les instruits, ceux qui ont été à l'école, c'est pas tout le monde qui maîtrise aujourd'hui les outils numériques pour pouvoir bénéficier de ces avantages-là. Donc, il suffit juste de parler, de s'approcher à quelqu'un que tu vois, qu'il connaît, et cette personne-là peut te dire c'est comme ça, c'est comme ça. Et il faut aussi avoir l'esprit là d'apprendre. Sinon, si aujourd'hui la personne te le fait, demain tu l'appelles, après-demain tu l'appelles, il va se fatiguer et il va te laisser à un moment venu. Donc, il faut avoir le courage de le dire. Montre-moi comment tu arrives à le faire. Et je pense qu'on va s'y faire. Autant de novices, il y avait nos mamans qui n'avaient même pas fréquenté, mais qui ont bénéficié. Voilà. Novici a été quand même la première initiative en matière d'infrastructures publiques et numériques. Parce que c'est grâce à ça qu'après on a su que avec ces services-là, on peut profiter de beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, dans le domaine agricole, dans le secteur du commerce, le e-commerce, voilà. La digitalisation s'impose dans tous les secteurs aujourd'hui. Sérieusement, Tous les secteurs. Santé, éducation. Entre-temps, il y avait eu, au temps de Covid, il y avait eu l'application là sur laquelle les enfants arrivaient à suivre les cours à distance. Ah oui. Oui, il y a même un jeune, Maouli Afognon, avec son équipe, j'oublie un peu le nom, qui ont développé un système de... Ils ont fait, comment on dit, la phase finale au niveau de lycée Folie Bébé, si je ne me trompe, où il y a une plateforme où les professeurs peuvent aller déposer les exercices. Les élèves viennent, ils travaillent dessus. Et les professeurs peuvent corriger depuis là-bas. Oui, après l'avènement de la Covid, les enfants ont quand même continué ils ont continué l'usage donc de ces plateformes-là. Parce qu'à la maison, parfois, on a besoin quand même de travailler sans l'aide du professeur. Je pense que pour les élèves conscients.
Ah oui, pour ceux-là qui savent qu'ils ont quand même un travail à faire. Nous parlons ce matin de la numérisation des services administratifs au Togo. La fracture numérique, certes, est un frein à la digitalisation, mais il y a aussi des risques. Les risques sont nombreux. On parlera quand même des hackers, on parlera aussi de ceux-là qui sont là juste pour salir cette digitalisation. Comment est-ce il y a un nom qu'on leur donne? Les cybercriminels qui sont là aussi aux aguets. Donc, il va falloir faire très attention, même pour ceux qui sont aguerris en matière de digitalisation, ils en souffrent. Donc, vous imaginez un peu. Pour l'heure, je vais vous proposer plutôt les avantages de la digitalisation avec Carlos Tobias. C'est un journaliste aussi multimédia. Il s'intéresse beaucoup au web. Il est administrateur web. Il s'intéresse aussi à la digitalisation. Il nous parle des avantages, on va dire, de la digitalisation de nos services aujourd'hui. Les avantages de la digitalisation, que ce soit pour les citoyens ou pour les entreprises, sont nombreux. Vous avez de manière classique tout ce qui est gain de temps, parce que les processus digitalisés permettent d'aller vite. Aujourd'hui, vous remarquerez qu'il y a beaucoup de services qui sont accessibles depuis son salon, depuis son lieu de travail. On n'a pas besoin de courir pour dire, par exemple, je dois aller payer ma facture, je dois aller renouveler mon abonnement. Donc, les citoyens peuvent vaquer librement à d'autres activités et utiliser les canaux numériques pour pouvoir payer ces services. La conséquence pour les entreprises, c'est qu'elles améliorent leur performance, elles améliorent la disponibilité de leurs services un peu partout. Elles font donc de meilleurs chiffres d'affaires naturellement, parce que plus la digitalisation vous permet d'avoir beaucoup de clients accessibles un peu partout, naturellement, quand vos services sont utilisés et surtout quand ils sont de qualité, vous augmentez naturellement votre clientèle et autres. Donc, la performance pour les entreprises. Ces mêmes entreprises font de l'économie parce que souvent, les processus classiques, traditionnels de délivrance de services coûtent beaucoup plus cher que les processus qui sont accessibles par la digitalisation, par exemple. Je pense que Carlos vient de parler de quelque chose dont tu as parlé aussi. Ça coûte plus cher, la digitalisation. Est-ce que ce ne sera pas un frein, on va dire, à l'utilisation de ces services administratifs par les usagers, Hélène? Bon, je pense qu'un frein, non, on va s'y adapter. Parce que si ça coûte plus cher pour toi, oui. Si ça coûte plus cher, peut-être d'avoir les services, quand tu veux te rendre sur place, c'est vrai, tu prends un taxi ou encore un moyen de déplacement pour y aller, mais tu payes 1000 francs. Je prends juste l'exemple du casier judiciaire. Tu te déplaces jusqu'au ministère de la Justice, on te fait le casier à 1000 francs. Mais là, on te demande de payer peut-être 1000 francs, encore un autre 1000 francs, et ensuite pour la livraison, on te demande encore. Est-ce que c'est pas un frein à cette digitalisation des services administratifs? Je ne pense pas que ça soit un frein, parce que, pour certains, ça peut l'être. Mais moi, personnellement, d'abord, le temps que j'aurai à passer là-bas. Voilà, dans la queue. Non, je ne pense pas que ça soit un frein. Et pour la jeunesse aujourd'hui dynamique, qui est toujours occupée, je ne pense pas que ça soit un frein. Juste qu'on va essayer de s'adapter, et on va aussi supplier les décideurs de faire en sorte que ça ne soit pas aussi trop coûteux. Si je dois calculer le temps que je dois aller passer là-bas, le déplacement et l'argent que je dois payer après, et si je vois qu'il y a un très grand écart, je serai obligée de m'y rendre moi-même. Mais on leur supplie de faire diligence pour que ça soit moins coûteux. Et pour que on puisse aussi avoir accès à ça. Voilà, parce qu'un pays dans lequel il y a la digitalisation, je pense qu'il y a l'accélération de beaucoup de choses. Donc, on veut les accompagner, qu'ils nous accompagnent aussi. Très, très important. Nous avons été rejoints sur ce plateau par un autre confrère, Eddy Allé. Bonjour, Eddy. Bonjour Johanna, comment vous allez? Je vais très bien. Et toi, on se tutoie sur ce plateau parce que c'est quand même relax par ici. Super, ça me détend alors.
Alors, bienvenue. Hein, tu t'es un peu perdu dans les méandres de Tochi, je sais pas autre, mais on t'accueille à chaud. On parlait des avantages de la digitalisation, mais ma foi, on voit qu'il y a un grand frein parce qu'aujourd'hui, pour prendre son casier judiciaire, c'est vrai, c'est 1000 francs en ligne, mais toutes les tractations autour pour après l'avoir en main, ça revient un peu plus coûteux. Ah bon? Bon, moi, je m'en tiens primo à mes expériences. Oui. Je sais que ça coûte 500 francs, à moins que je me trompe. D'accord. 500 francs CFA par Timoni ou bien par Flouz. Revenons-en aux avantages. Oui. Je pense qu'il faut le souligner. Aujourd'hui, le monde est dans une ère de digitalisation et tout va à une vitesse de croisière. Oui. Et les gouvernants africains ne peuvent pas se passer d'entrer alors dans la dynamique de la digitalisation. Donc la digitalisation a plusieurs avantages, à savoir déjà le plus important pour moi, c'est la transparence et la lutte contre la corruption, qui est un avantage très flagrant pour le budget de l'État et tout ce qui entre dans la caisse de l'État. Ensuite, nous avons le gain de temps. Et même la digitalisation permet aussi l'optimisation alors de tout ce qui est tâches administratives. Et ça permet même de planifier certaines tâches qui sont des tâches répétitives, que les gens ne sont pas obligés de venir à chaque fois faire et qu'un ordinateur, on peut le programmer et le faire tout simplement. Donc, les avantages sont légion. Ça, il faut le reconnaître. Maintenant, revenons aux difficultés. Il faut reconnaître que les difficultés sont là. Mais nous sommes dans un processus et aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est assez embryonnaire comme digitalisation. Donc, je pense qu'il faut donner le temps aux gouvernants, à tout ce qui est système informatique, de pouvoir se mettre en place et de pouvoir éviter tout ce qui est écueil, tout ce qui peut constituer une sorte de lenteur dans le processus de digitalisation. Le casier judiciaire en est un cas, il y en a encore d'autres. Il y a plusieurs services, des passeports, services publics qui sont digitalisés et il y a beaucoup d'écueils, il y a beaucoup de choses qu'il faut corriger. Mais pour l'heure, je pense qu'il est essentiel alors de reconnaître qu'un pas est fait et de voir comment nous pouvons accompagner les gouvernants en les incitant par des émissions comme celle-ci, de pouvoir alors encore améliorer le processus de digitalisation afin que les citoyens, parce que c'est l'objectif, il faut que l'usager du service public soit bien servi, soit satisfait, qu'importe là où il se situe sur le territoire national. Je pense que c'est le véritable enjeu. Tu as bien introduit le problème de gouvernance, la question de la gouvernance au Togo qui va prendre une autre tournure avec l'avènement de la digitalisation. Alors, j'ai posé quand même la question, nous avons posé la question à Carlos Tobias, qui s'intéresse également au web, sur l'avènement donc de ces infrastructures publiques numériques et la gouvernance au Togo. Nous écoutons sa réponse et puis on revient en discuter nous-mêmes ici. D'accord. Alors, s'il faut dire qu'avec le numérique et l'avènement des infrastructures publiques numériques, la gouvernance au Togo prend une nouvelle tournure. Je dirais que c'est un grand débat, c'est un gros sujet. La gouvernance est un grand sujet parce qu'elle concerne tous les domaines de la vie publique. Mais si on se focalise sur le domaine numérique, oui, aujourd'hui, on a plus de facilité aux services publics de l'État, qui sont des services essentiels, par exemple. Ça facilite énormément la vie aux citoyens. Derrière cela, il y a toute une stratégie de gouvernance de la donnée. Parce que hier, si les données ne disaient pas grand-chose, aujourd'hui, on fait beaucoup plus attention à tout ce qui est libéré comme données parce qu'en fait, finalement, la donnée est devenue le carburant de la digitalisation. On ne peut pas digitaliser sans données. La donnée, c'est l'information et elle est très, très, très importante dans tous les sens aujourd'hui, à tel point que oui, vous avez vu tout ce qui se met en place, notamment du côté de la protection même de ces données. Donc, cette gouvernance numérique en elle-même prend une autre tournure depuis plusieurs années parce qu'aujourd'hui, vous imaginez aujourd'hui une journée sans connexion. Vous imaginez une administration publique ou même privée qui ne puisse pas accéder à cette donnée au cours d'une journée, une banque qui ne peut pas accéder à cette donnée. Vous imaginez un peu ce que cela peut produire. Donc, que ce soit dans le secteur public ou privé, justement, le numérique a changé la manière d'approcher la gouvernance et à tous les niveaux. Est-ce que vous imaginez une journée sans connexion? Eddy, Hélène, vous imaginez cela?
Ça me fait rire, mais à vrai dire, ça me ferait pleurer. Ah, Oui, voilà. parce qu'aujourd'hui, tout en dépend. Tout en dépend, malheureusement, bien heureusement, tout en dépend. Qu'importe quelle activité tu voudrais faire, la connexion devient une denrée nécessaire, voire incontournable. Que ce soit pour travailler, pour faire ci, même pour rejoindre, pour écrire à un ami. On a forcément besoin de la connectivité aujourd'hui. On ne peut pas s'en passer. Nous en parlions avant que tu n'arrives et dis la grand-maman au village. Je vais donner quel village, moi? Donnez-moi un nom de village assez repu. C'est où ça? Ça existe? Tu viens de faire le village. Je l'ai découvert en janvier passé. Okay. Ah, c'est dans quelle localité? Kara. D'accord. C'est à 30 quelques kilomètres de Kabou. D'accord. Voilà. C'est un village. Oui, c'est un village. Voilà. La grand-maman dans ce village, Koutniakr. Voilà. Est-ce qu'elle a la connexion pour demander aujourd'hui à avoir le service de base, c'est la naissance. Hein. Ça a été aussi digitalisé. Est-ce que celle-là peut se permettre aussi de demander son acte de naissance numériquement? Point d'interrogation. Point d'interrogation, vraiment. Voilà. Je vais apporter une approche de solution. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, comme la question elle est posée, la grand-mère n'est pas en mesure, surtout si elle n'est pas une personne lettrée, de pouvoir faire une demande de casier judiciaire en ligne. Raison pour laquelle il est essentiel, primo, de briser ou bien de réduire la facture numérique. Parce que elle est assez importante dans notre pays et il faut que les autorités essaient de pouvoir mener des politiques en matière d'infrastructures publiques numériques pour aider même les personnes qui vivent dans les zones reculées d'avoir accès primo à l'Internet. Ensuite, lorsqu'on a accès à l'Internet, il faut au même moment accompagner les populations, surtout celles qui vivent dans les zones rurales, à pouvoir savoir comment on utilise un outil numérique, un terminal d'accès à Internet. Ça, c'est très important. Parce qu'il faut aussi une éducation à la technologie numérique. Nous, ce n'est pas de notre coutume. Nous ne les avons pas dans les gènes. Donc, il faut forcément que les populations soient éduquées à Mais moi je pense même que cette éducation, elle a déjà commencé, hein, parce que avant, vous dites à une personne de la cinquantaine ou encore de la soixantaine de se connecter à TikTok, elle vous dit mais c'est quoi TikTok? Mais la plupart aujourd'hui se connectent régulièrement sur TikTok. Oui, je pense que maintenant ça commence par venir. Cette éducation, elle est pour moi, pour l'instant, assez informelle. Il faut qu'on puisse essayer de pouvoir la formaliser afin que les citoyens peuvent réellement savoir quoi faire avec Internet, quoi faire avec un terminal. Pas les futilités. Aujourd'hui, les personnes âgées savent l'utiliser, mais la plupart ont un usage automate de la chose. La personne sait que lorsque je clique ici, je vais sur TikTok, lorsque je clique ici, mais en user réellement, avec entre guillemets intelligence, la personne n'a pas toute la maîtrise de cela. D'où l'éducation, elle est nécessaire que ça soit formalisé dans un cadre donné, afin que ces personnes aussi puissent savoir comment utiliser Internet. C'est très important. Hélène, où en sommes-nous réellement avec la digitalisation des services aujourd'hui? Est-ce que le pas, il est déjà grand? Qu'est-ce qu'il faut encore ajouter à cette digitalisation en cours? Oui, le pas, il est grand. Il est grand, il faut le saluer. Et il y a une application, depuis là j'essaie de me rappeler du nom, ça concerne beaucoup plus les agriculteurs et c'est un start-up togolais qui l'a créé. Je pense que cette application... Agribusiness. Voilà. Agribusiness, oui. Sur cette application, par exemple, un agriculteur qui a des problèmes, il suffit juste de parler en langue locale et le problème qu'il a déjà, les experts recueillent les problèmes là et trouvent des solutions appropriées. Il leur dit fais cela, fais ceci. S'il y a déplacé, il se déplace. Je pense qu'il faut beaucoup plus aller dans ce sens que de rester sur les intellectuels. On doit mettre ceci. Il faut que toutes les mamans, que ça soit un téléphone connecté ou pas, arrivent à utiliser
les infrastructures publiques et numériques au Togo. Je pense que c'est vers là plutôt on doit formuler nos doléances pour que avec les simples téléphones, on puisse, même si c'est des numéros verts, on appelle, on dit je suis à tel endroit, je suis né comme ça, je suis né ici, j'ai besoin d'un casier judiciaire, j'ai besoin de mon passeport, j'ai besoin de faire naissance à mon enfant, et il doit avoir une assistance constant pour pouvoir pour que ces processus-là soient accessible à tout le monde, quoi. Je pense que c'est beaucoup plus là, ça fera l'affaire que de rester sur les smartphones. Je pense qu'aussi qu'avec la digitalisation, les startups aujourd'hui ont vraiment émergé. Oui, il faut reconnaître, bien avant de répondre à la question, je voudrais abonder dans le sens d'Hélène, pour dire aujourd'hui, l'une des missions essentielles du service public, c'est l'accessibilité de ces services-là. Et aujourd'hui, moi, je pense que dans les zones citadines comme à Lomé, on est très privilégié en matière d'accès aux services publics. Il faut l'avouer. Mais lorsque vous sortez de Lomé, que vous allez dans les zones reculées, là, c'est compliqué. Même dans les villes les plus grandes du Togo, vous prenez Palimé, vous prenez Kara ou quand même, voilà, Tapamé, où la vie est assez ambiante. On a du mal à avoir accès à la connexion Internet. C'est pas facile. C'est pas facile. Donc, il faudrait réellement qu'il y ait un travail qui soit fait là-dessus, afin que ceux qui vivent dans les zones reculées puissent avoir accès à Internet et à tous les services qui vont avec, afin que la grand-mère qui est quelque part puisse faire sa demande de casier judiciaire, ou bien qu'elle puisse faire en fait tous les services qu'il faut pour pouvoir réellement vivre et vaquer à ses occupations. Ça, c'est très essentiel. Donc, doléance pour l'accès à Internet, à la connectivité un peu partout. Je pense que le travail s'impose. Ça, c'est important. En plus, je voudrais rebondir sur les propos du confrère, Tobias. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un enjeu qui est sous-jacent au numérique. On ne peut pas parler de la digitalisation sans parler des données. Et aujourd'hui, les données sont là. Dès qu'on commence par créer un compte sur Facebook ou bien sur une application, on laisse nos données à la portée alors de ceux qui ont inventé l'application. Qu'est-ce qu'ils en font? Donc, il y a nécessité alors d'œuvrer à ce que les gouvernants mettent en place tous les garde-fous qu'il faut pour pouvoir protéger nos données et éviter tout ce qui est fraude, tout ce qui est attaque, cyberattaque. Parce que les hackers sont aussi là, c'est leur travail ça, à eux. Clair, ils ont juste besoin que vos données soient disponibles, accessibles, et rapidement fini. ils s'en procurent. Oui. Donc c'est cette question quand même de la protection des données. Est-ce que c'est un travail qui doit être fait personnellement? Est-ce que ça requiert, je sais pas, l'intervention de nos gouvernants? À qui est-ce qu'on doit confier donc cette protection des données? Je pense qu'il y a un travail important qui est déjà fait sur le terrain en tout ce qui concerne la protection des données au niveau gouvernemental. Il y a une sensibilisation qui a été faite. Il y a, comment l'appelle-t-on? Il y a le CRT, qui est le Centre national de réponse aux incidents de cybersécurité au Togo, qui fait déjà un travail là-dessus qu'il faut apprécier. Donc, la sensibilisation, elle est en fait en 2 étapes. Il revient aux institutions habilitées de pouvoir sensibiliser l'opinion, mais aussi chacun chez lui doit prendre les mesures qu'il faut pouvoir protéger ses données. Déjà, tout ce qui est appareil connecté que nous utilisons, nous devons avoir la capacité de le protéger de toute attaque pour qu'on puisse réellement s'en prémunir d'événements malheureux. Maintenant, revenons à ta question, si je peux abonder en même temps. Je pense que le numérique apporte beaucoup aux startups. Qu'importe le domaine. Il y a déjà les fintech qui font beaucoup de choses là-dessus. Le cas de agribusiness dont Hélène vient de parler. Elle a parlé aussi de Kondig Banlé qui permet aujourd'hui d'avoir quand même beaucoup de choses. Je pense que c'est très intéressant parce que l'ambition, c'est que le numérique puisse non seulement pénétrer dans tous les systèmes de notre vie. Dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Oui. Mais de permettre à ce que ce numérique-là soit réellement au service de l'humain. Voilà. Et le rendre au service de l'humain, c'est faire en sorte que les gens puissent savoir ce qu'ils font sur le numérique. Voilà. Déjà, la langue est là. La langue est une barrière. Donc, si on arrive déjà à avoir ces applications,
dans nos langues locales, cela permet à ce que le commun des mortels puisse aussi se connecter et faire ce qu'il veut faire. Donc, les startups ont aujourd'hui le vent en poupe grâce au numérique. Maintenant, il faut voir comment encore les accompagner afin qu'ils puissent mettre au profit, capitaliser toutes les ressources et les forces du numérique afin de pouvoir non seulement se développer, mais aussi faire développer la nation. Un dernier point sur cette numérisation des services administratifs au Togo avant de nous séparer. Il s'agira de parler des risques. Carlos a évoqué cela aussi. Nous l'écoutons et puis nous revenons derrière conclure. La sécurité est au cœur de tout ce qui est transformation digitale aujourd'hui. On ne peut pas mener un projet de transformation digitale sans penser en amont à la sécurité. C'est devenu incontournable, en tout cas pour tous les spécialistes de la question aujourd'hui. C'est un peu comme construire une maison sans penser à l'architecture de la maison et tout, à la fondation et tout. Plus aucun projet sérieux de digitalisation ne se mène aujourd'hui en pensant à la sécurité. Comme je l'ai dit dans un instant, la donnée est devenue le carburant, devenue l'or de la transformation digitale. Donc, ces données-là ont besoin d'être protégées, les infrastructures ont besoin d'être protégées parce que ce sont devenus des outils de pouvoir. Et la cybercriminalité est devenue un autre terrain de jeu pour d'autres acteurs, pour plusieurs autres raisons. Donc, c'est systématique aujourd'hui pour déployer un projet de digitalisation. La sécurité est au cœur. Vous n'imaginez pas un pays se faire hacker, se faire prendre cette donnée les plus, comment dirais-je, la plus sensible, c'est pas possible, les données de la santé, les données de la sécurité, les données bancaires. Voilà, si toutes ces données-là aujourd'hui sont des données sensibles et naturellement ont besoin d'être protégées. Et que ce soit au Togo ou ailleurs, vous voyez bien des institutions qui émergent et qui sont censées adresser ces problématiques-là et qui veillent au Togo. Il y a en tout cas une agence nationale de la protection, une agence nationale de la cybersécurité avec d'autres outils qui sont mis en place pour pouvoir protéger justement l'écosystème togolais. C'est plutôt de bonnes initiatives, mais le sujet ne concerne pas que ces entités-là. Chaque citoyen doit être conscient qu'il lui faut protéger lui-même ses données avant de pouvoir s'interconnecter à l'espace, on va dire, beaucoup plus national ou beaucoup plus mondial. Donc, c'est une question très pertinente, mais qui nécessite l'implication de tout le monde, depuis le citoyen utilisateur isolé dans son coin, jusqu'aux infrastructures, enfin jusqu'aux outils, jusqu'aux mécanismes de protection que l'État pourrait mettre en place. Voilà donc les risques que nous courons en nous connectant pour avoir de l'information, en imposant à nous aujourd'hui le digital. Le risque, il est quand même grand, mais on ne peut pas s'arrêter à ces risques. Aujourd'hui, obligation pour tout le monde d'utiliser l'outil Internet, d'utiliser la digitalisation. Qu'est-ce que tu diras en guise de conclusion pour aujourd'hui, Elie? Je pense que aujourd'hui, comme on le dit si bien, si l'Afrique a raté la révolution industrielle, elle ne doit pas rater la révolution numérique et à plus forte raison l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, tout va très vite et il est essentiel que chacun de son côté puisse apporter sa partition et que les gouvernants aussi y contribuent à l'éveil des consciences et à favoriser alors le bien-être des populations en leur offrant les services de base par le truchement du numérique et de tout ce qui est digital. Donc nous les incitons à toujours continuer et à faire mieux, à faire davantage afin que la population togolaise et surtout les citoyens lambda qui se trouvent dans un coin reculé puissent se sentir aussi togolais à 100% que les autres citoyens. Merci. Merci Eddy. La conclusion d'Hélène, aujourd'hui les plateformes numériques nous permettent aussi d'avoir facilement accès à l'information. Oui, à l'information et à beaucoup de choses.
Et je me souviens, quand je travaillais sur les infrastructures publiques et numériques, il y avait un projet de gouvernement où le projet était destiné à attribuer un numéro d'identification unique à chaque citoyen. Exactement. Et ce projet, j'ai tellement aimé. Je ne sais pas pourquoi depuis là, c'est resté en phase pilote et ce n'est pas encore entré. Je pense que quelqu'un qui a ce numéro d'identification numérique, arriver à l'aéroport, arriver à l'hôpital, il peut l'utiliser n'importe où. Et il y a toutes ces données là-dessus. Il n'a pas besoin de faire sortir des papiers pour renseigner des choses. Tu donnes ton numéro d'identification unique. Tu as tout sur cette personne-là. Et je pense que ça protège aussi la population. De sorte que quelqu'un qui n'est pas togolais ou bien quelqu'un qui a fauté qu'il soit dans togolais, un autre pays, voilà, et qui intègre notre pays, on lui demande son numéro d'identification unique. Et quand il donne ça, on voit en même temps que celui-ci, c'est un criminel. Il a fui ce pays pour être ici et on sera en paix. Donc, si je peux formuler une doléance, c'est à l'endroit du gouvernement pour que ce processus que lui-même il a entamé, qu'il soit un peu accéléré pour que nous puissions être beaucoup plus en paix et vivre, circuler tranquillement. Et que la jeunesse utilise le numérique pour s'éduquer, pour s'informer et pour être à jour. Et non utiliser le numérique pour faire autre chose qui leur désavantage, qui leur punit et qui peut retourner contre eux plus tard. Voilà, on a totalement dépassé le temps imparti à cette émission, mais c'était nécessaire. Aujourd'hui, partenaires publics comme privés travaillent de concert pour construire et maintenir une structure ou encore une société digitalisée. Voilà, j'y suis parvenue. Est-ce que nous allons nous joindre à cette danse ou rester à l'écart? Cela dépend que de nous. Mais une chose est sûre, dans quelques années, on n'aura plus le choix. Ces infrastructures publiques numériques s'imposeront à nous. Alors, autant se mettre au goût du jour, comme l'a dit Hélène, comme l'a dit Eddy. Je rappelle qu'ils sont des boursiers de la Media Foundation for West Africa, qui permet quand même l'éclosion de ces infrastructures numériques. Madame, monsieur? Non. Merci. Madame, monsieur, merci d'être passé dans la balade matinale. Tout le plaisir est pour moi. J'espère qu'on va se retrouver pour un autre thème en rapport avec ces infrastructures publiques numériques. Très belle semaine à vous. Merci. Et à vous également, chers auditeurs. On se retrouve mercredi. Ciao. Chroniques, astuces, actualités, débats, buzz pour vous arracher de la tiédeur de votre couette. Les matins sur Radio Djena, la balade matinale vous offre une bonne dose d'adrénaline.